La nuit du 29 novembre, je reprends la thématique autour de la notion du monde idéal. Je ne sais pas si réellement l'heure est la bonne pour en traiter. Je ne suis pas dans un état physique extraordinaire, mais malgré tout, il me vient à l'envie de finalement d'essayer de voir ce que je peux en tirer comparativement à ce matin où je l'ai traité, enfin ce matin vers 14 heures où je l'ai entrepris, et maintenant où il est 1 heure et il est même 2 heures du matin, ce qui fait euh, un moment pas très indiqué pour partir dans les explorations. Mais c'est intéressant parce que justement, c'est peut-être dans un moment où on n'est pas très à l'aise que l'on peut espérer euh, produire quelque chose de différent. Euh, ou ne rien produire, ce n'est pas le problème. Dans un monde idéal, il n'y aurait pas d'obligation, il n'y aurait pas d'injonction, ni injonction à, à aller vers le bonheur, ni injonction inverse. Il n'y aurait pas finalement euh, à s'obliger à faire quelque chose, à être comme ceci ou à être comme cela. C'est soit dans le rapport que l'on peut développer avec son environnement, évidemment, dans toute sa euh, multiformité, un environnement social, un environnement, je vais dire, on dit naturel, comme si finalement nous ne faisions pas partie de la nature. On, on détermine la nature comme un élément qui nous est extérieur et pourtant nous sommes tout aussi inclus dans la nature que peut l'être n'importe quel être animal, végétal, peu importe, et même un être inorganique, peu importe. Alors finalement, la chose est que le monde idéal est peut-être simplement une sorte d'astuce pour essayer de narrer, essayer de produire du verbe. Il n'y a rien à mettre en place parce que on n'est pas. L'idéalité est quelque chose de totalement euh, euh, finalement qui n'a pas sa place. Il faudrait pouvoir déterminer une valeur, ou déterminer une sorte d'éléments de référence pour se dire, tiens, comme une sorte d'échelle, voilà, je suis au premier degré, j'espère monter un peu plus haut. Qu'est-ce qui peut déterminer l'idéalité et, et qu'est-ce qui peut finalement nous conduire à
un peu une image simple, quelqu'un qui est privé de sa liberté, pour lui l'idéal c'est de revenir dans le monde sans contrainte majeure, dans le monde qu'il a connu avant, par exemple, sa mise en détention. Mais il sait au fond de lui-même que ce monde-là est le monde qui l'a conduit à être dans, à être dans, à être enfermé. C'est parce que ce monde-là est imparfait qu'il y a cet état des choses. Donc le monde idéal, c'est par rapport au moment, à la particularité d'un moment, un moment de notre existence. C'est ça qui constitue l'horizon, un peu de notre aspiration. Sorti de ce moment, on a un autre discours sur le monde idéal. Donc le discours varierait en fonction de nos conditions de vie. Donc il n'est pas stable, il n'est pas fixe, il est modulable, il est adaptable. Alors par cela, il est suffisamment. Donc il est à la merci de n'importe quelle condition, n'importe quel changement de situation. Donc, faudrait donc, comme on ne sait pas à quoi ressemblerait un monde idéal, et nous ne connaissons que le monde qui est le nôtre. Et en plus, quelquefois, nous ne le connaissons que de façon incomplète. Le monde que nous connaissons, c'est le monde du risque. Je n'ai pas été atteint par une maladie grave, c'est-à-dire une atteinte, même si je suis malade, mais je n'ai pas été en danger de mort imminente, par exemple. Donc je ne peux pas. Finalement, une des particularités de ce monde, c'est de faire en sorte que des gens vivent de façon, comment dire, très, très précaire. Je n'ai pas connu cette précarité, ce degré de précarité au niveau de ma santé, pour que je puisse dire le monde comporte un certain nombre de dérèglements, et ces dérèglements touchent les gens de façon quelquefois aléatoire, quelquefois prédéterminée. En tout cas, ça ne touche pas la totalité de l'ensemble humain. Après, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des situations exceptionnelles, mais néanmoins assez comment dire, assez déterminant dans les résultats qu'elle provoque, assez, je sais pas comment le dire, assez bouleversante, voilà. Donc, comme cela s'est produit au niveau du tremblement de terre récent en Albanie, par exemple, le tremblement de terre est quelque chose contre lequel on ne peut pas se protéger. Et je me rappelle le tremblement de terre de mon enfance et qui était un moment difficile. Notre père nous a réveillés et on a passé une partie de la nuit à prier, à demander à Dieu de nous protéger. Donc, c'est ça l'expérience que j'ai du tremblement de terre. La maison ne s'est pas écroulée, par contre, il est arrivé à d'autres gens de succomber ou d'être blessés grièvement
dans le cadre de ces phénomènes dits naturels assez destructeurs. Voilà donc le monde idéal, on enlèverait quoi du monde normal? On enlèverait les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, on enlèverait quoi? Les tempêtes extrêmes. Mais fondamentalement, on enlèverait les choses qui nous dérangeraient à nous. Un tremblement de terre, c'est une réaction tout à fait normale, logique, par rapport à ce qui se passe au niveau des plaques tectoniques, etc. etc. Finalement, une éruption volcanique, c'est normal là aussi. Ça fait partie des choses qui se produisent. Si on doit reboucher tous les cratères de volcans, on risquerait d'avoir un problème, de créer par la même peut-être un super volcan ou une série de super volcans, parce que il y a des éléments qui conduisent à l'émergence de ceci ou de cela. Les rapports sont là. Il suffit de vouloir s'en rendre compte. Donc le monde idéal, et même la maladie, et même les affections, et même peut-être la mort, et même les choses les plus graves font quelque part, entrent dans un plan global, parce que les choses sont interconnectées, et peut-être il y a des choses qui nous gouvernent sans qu'on le sache véritablement. Si moi je fais le déplacement vers l'Europe, j'ai peut-être eu l'impression de le faire pour des raisons personnelles et assez logiques ou assez convaincantes à l'époque. Aujourd'hui, je conteste cela, mais n'empêche que sur le moment, je voyais cela comme quelque chose de tout à fait recommandable. Mais il est possible que j'ai été poussé par autre chose qui m'a tenté avec cette perspective, mais qui derrière avait un plan. Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a un déplacement des populations humaines qui, lui, ne tient pas compte finalement des désirs des humains, mais qui pousse les humains à se déplacer en leur offrant, en leur promettant quelque chose une récompense, mais que finalement derrière cela il y a autre chose. On peut supposer, ça n'est pas vraiment un problème que de supposer. Et après, c'est la pertinence de l'hypothèse, de la supposition qui est à considérer. Mais la supposition en elle-même, elle est aussi valide qu'une autre. Il n'y a pas spécialement à entrer, à développer des contre-arguments, et pas besoin. Donc le monde idéal, évidemment, c'est une vue de l'esprit, c'est un raccourci, c'est quelque chose qu'on fait quand on a finalement pas grand-chose à proposer. À défaut d'une proposition plus adaptée à la réalité, mieux en concordance avec elle, quelque chose qui peut se défendre, tandis que le monde idéal est quelque chose qui peut finalement être perçu à chaque fois différemment, selon les individus et selon les groupes, etc.
comme ces choses, cette idéalité ou cette perfection qu'on voit un peu dans le passé, qui pousserait des gens à ne voir dans le passé qu'un modèle à imiter, en omettant de considérer, de prendre en compte toutes les imperfections qui étaient concomitantes ou qui ont eu lieu, qui ont marqué ce passé. Euh, il n'y a pas de passé qui tient. Il y a juste finalement à garder vivante un peu l'aspiration au mieux, au meilleur même, à l'amélioration en fonction du moment, en fonction de choses actuelles et non pas en fonction de normes. Bien sûr, l'aspiration à la justice ou à plus de justice, à plus d'équité, à plus de ceci ou cela est une aspiration qui traverse des siècles. Après, ce qui était peut-être suffisant à quelqu'un pour vivre ne l'est plus. Que finalement, une société qui, qui vivait dans des conditions proches un peu de la famine, qui avait très peu de moyens d'existence, nous n'allons pas aspirer à revenir vers cette société-là. Cette société qui était un peu sous-alimentée, etc., etc., qui vivait dans un confort sommaire, qui vivait dans la précarité, qui vivait un peu dans le dénuement. Est-ce un modèle? Bien sûr, les décroissants d'aujourd'hui pourraient quelque part rejoindre ce mouvement et dire oui, il faut manger moins, il faut posséder moins, il faut... Bien entendu, cela est recevable dans une certaine mesure. Il faut s'appartenir peut-être plus par autre chose que par certains éléments. Mais nous avons besoin, là aussi, le vêtement, en ce sens, est un moyen de distinction, est un moyen de récupérer de l'amour-propre, de l'estime de soi, etc. Ça a une fonction d'embellissement et ça a une fonction... ça répond à un désir profond. Quelquefois, quand nous changeons de vêtements, quand nous mettons un vêtement neuf, nous avons un sentiment qui est assez inégalé. Voilà, nous ne sommes pas comment dire, si facile à, comment dire, à orienter que cela. Nous sommes voilà, faits pour accumuler, pour changer, pour varier. Si on devait nous fournir la même nourriture tout le temps, même si elle devait être très équilibrée, comporter tout, finalement, nous pourrions ne plus avoir envie de la consommer. Nous pourrions faire des grèves de la faim. Ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre, même si, quelque part, on n'a pas idée d'autre chose. Mais le fait, la répétition, ben ça finit par un peu lasser et plus encore. Donc un monde qui serait un monde ultra, finalement, dans lequel nous réduirions nos besoins, nous serions, comment dire, nous serions non pas parfaits, mais nous serions... il y a un autre terme qui est plus précis. Nous serions... J'ai oublié ce terme.
non pas, nous constituerons pas un modèle, mais quelque part, nous ne serions pas purs, je ne sais pas. Et j'ai oublié avec ces trous de mémoire, mais surtout avec la non-utilisation de certains mots, certains concepts, fait qu'on les oublie. C'est ça. Et la non-récurrence fait que la chose, ben, elle se met en veille. Et quand on en a besoin, on ne peut pas y avoir accès. Donc le mot je l'ai, mais il refuse de venir à mon appel. Voilà. Donc d'une certaine façon, puis j'ai des petits problèmes autres qui quel est ce mot? En tout cas, voilà, donc la chose est qu'on ne peut pas finalement s'imposer une sorte là encore je viens d'oublier un autre mot, un deuxième mot, nous serions dans une certaine ascèse, voilà peut-être c'est le mot que je cherchais, là le deuxième que j'avais perdu, serions nous vivrions un peu comme des moines qui s'obligent à vivre dans un environnement assez pauvre, assez peu nourrissant. D'ailleurs, ils cherchent les nourritures spirituelles, mais fondamentalement, en vivant dans un milieu le plus pauvre en éléments stimulants, le plus pauvre en éléments, pas tous les ordres ne font ça, mais beaucoup d'ordres vivent dans le silence, vivent dans l'isolement, vivent dans ceci ou cela. Finalement, réduisent les interactions entre eux. Finalement, on pourrait dire que là, comme pour l'armée, on dit que l'armée, évidemment, les soldats de métier, c'est peut-être des déviants ou des éléments assez asociaux qui, évidemment, pour accéder à leur, pour répondre à leur anormalité, ben finalement préfèrent plutôt aller du côté de la légitimité plutôt que du côté que d'être des hors-la-loi. Dans le cadre de la légitimité, ils ont le droit d'agir avec violence. Dans le cas contraire, ils seraient punis. Donc les moines seraient des gens qui ont des problèmes un peu de gestion de leur personne et de leur rapport à l'autre. Donc ils s'auto finalement répriment, ils répriment cette comment dire, ils essaient de faire disparaître ce conflit ou cette situation en s'imposant une sorte de là le mot ascèse, mais en fait le mot que je cherchais c'était le mot d'une certaine je pourrais dire la restriction, mais l'idée de se priver, voilà, de se priver d'un certain nombre de choses pour, finalement, on pourrait penser, voilà, pour le bien-être d'autres êtres. C'est légitime, ça se comprend, ça se conçoit quand on pense que cela va faire le malheur d'un certain nombre d'êtres vivants. Alors pour les respecter, leur laisser le droit à la vie et à la pleine jouissance de leur vie, on s'abstiendrait de toucher à ceci ou à cela. Donc finalement, il y a un monde idéal obligerait finalement à se déterminer à trouver une réponse à la question de savoir qui sommes-nous et quelle est notre place et quelle est finalement la légitimité que nous avons
à demander ceci, à demander de jouir de ceci ou cela, posséder ceci ou cela. Pourquoi nous sommes un peu dans une situation où nous nous percevons comme des sortes d'espèces élues, par qui je n'en sais rien, mais en tout cas élues, la plus en droit d'user du monde, d'abord moi, nous et les autres après. Finalement, voilà, donc un monde idéal, c'est de partir de soi en reconnaissant un peu ce qui finalement est peut-être le défaut majeur que notre défaut majeur, notre malformation, et finalement c'est en reconnaissant que nous ne sommes pas parfaits, et donc on n'est pas à l'égal de Dieu, on n'est pas à l'image de Dieu, loin de là, et on est à notre image. Et que finalement cette tendance à toujours à essayer de nous finalement à nier ce caractère un peu, à rester un peu à se battre contre nous-mêmes. Non, nous sommes quelque part, nous sommes dotés d'un certain nombre d'instincts et d'un certain nombre nous avons une propension pour la violence, mais nous avons aussi propension pour autre chose. Nous ne sommes pas qu'un élément, qu'une particularité. Nous sommes assez plein de choses en même temps. Et selon finalement notre intérêt, selon notre désir du moment, nous allons plus mettre en valeur une particularité ou une autre. Après, voilà toujours le problème, un monde idéal, et voilà et voilà un peu le ton de ce moment. Un ton un peu abattu, un peu lourd, il ne se met pas en route. Il est dans des observations un peu basiques. Et en fait, le problème, un monde idéal serait là aussi de prendre en compte un certain nombre d'éléments, un certain nombre de théories, un certain nombre de pratiques, et d'essayer de les utiliser, pas d'en être prisonnier, mais de les utiliser de façon libre et consciente. Par exemple, souvent, je dévalorise ma pensée en disant, voilà, c'est par rapport à un devoir, à un examen, à un copie que j'ai rendu, et dans laquelle j'avais mis des éléments que j'ai cru assez intéressants. Mais finalement, j'ai juste la moyenne, ouais, un petit peu plus que la moyenne. J'ai une note passable. Ça m'a terriblement déçu, et dès que j'exprime quelque chose, et cela s'est produit il y a plus de 20 ans, mais ça n'empêche pas que cela est encore actif et se retrouve dans mes paroles et dans les élaborations langagières que je peux être amené à développer. C'est non, chaque chose, et finalement, bien sûr, je suis quelqu'un de passable, je le reconnais, d'autant plus volontiers que cela peut me protéger contre quelqu'un qui pourrait finalement
me délégitimer de façon absolue. Je dis d'avance, je dis je suis passable. Mais il peut m'arriver d'avoir des fulgurances, d'être plus que passable. Surtout que une partie de ma vie, je l'ai passée dans les biens, les à biens, j'ai pas toujours été passable. Mais il se peut que pendant, après, je n'ai fait qu'être passable. Mais que mon temps d'élève, de bon élève, est terminé depuis longtemps. Je suis toujours peut-être dans une position assez peu remarquable. Mais je continue, je reprends et je répète, il se peut que j'ai accès à une compréhension à un moment donné, à une approche, à une formule, à une formulation, à un moment donné, qui puisse être considéré comme méritant d'être loué, simplement. Dans toute cette production de mots, il y a bien quelque chose qu'on peut considérer comme à distinguer. Je ne cherche pas la distinction à tout prix, je reprends un terme sociologique à dessein. En tout cas, voilà la chose. Alors, le monde idéal, on a tous un récit, on a tous une histoire. Alors, cette histoire peut être dense comme elle peut ne pas l'être. Et cette histoire peut avoir commencé, il y a un moment, et puis s'être arrêtée. Comme moi, je me suis arrêté, j'ai arrêté de vivre il y a bien plus, plus de 20 ans. Je me suis arrêté de vivre et d'interagir, voilà. Et donc, je vis un peu en grande partie sur mes acquis d'avant. Alors, bien sûr, je n'ai pas arrêté d'accumuler, mais voilà un peu juste dans des situations où j'ai peu de nouvelles expériences, j'ai peu d'interactions, c'est cela. Alors, monde idéal, ce serait comme un mouvement général, un mouvement universel, d'une certaine façon, d'aller vers l'autre, quel qu'il soit, où qu'il soit, d'avoir cette curiosité de l'autre d'une façon totale. Je veux savoir, pas savoir de façon superficielle, je veux savoir. Parce que peut-être que mon voisin, mon semblable, quelque part, il se peut que je n'ai plus beaucoup de désir à le connaître. Mais par contre, quelqu'un d'éloigné, il est possible que cela me stimule et me procure des joies toutes nouvelles. Voilà, donc c'est évidemment un peu ode à la joie. Et c'est vrai, pourrait un peu s'éveiller comme ça un jour et puis voir ce désir s'étendre, plus de barrières, plus de chants nationaux, plus de drapeaux, plus rien. C'est simplement le drapeau serait un drapeau terrien que tout le monde arborerait sans exclusivisme, et sans chauvinisme finalement. Il serait débarrassé de ce concert du chauvinisme. Et finalement une seule couleur. Alors la couleur bleue ou la couleur de la terre, la couleur marron, ou peu importe, on choisirait une couleur qui représenterait un peu notre monde, ou peut-être un dégradé de couleur, peu importe, qui représenterait
je ne sais pas, un dégradé qui représentait un peu l'étendue de nos nuances. On irait du brun, du marron le plus foncé jusqu'au rose le plus clair. On pourrait faire cela. Donc le monde idéal, finalement, bien sûr qu'il faut garder un lien avec le passé. Parce que cela, de toute façon, cela se fait, qu'on le veuille ou non. Il y a, pour l'instant, il y a une transmission euh, très localisée du passé. Et quand j'entends le mot local, bien sûr, quand j'entends le mot local qui est dans le pays, qui a voulu être un exemple d'universalisme, bah, quelque part, je suis offusqué. Qu'on valorise le local et le localisme. Non, mes histoires locales, ce n'est pas... Non, je n'appartiens pas à mes histoires locales, je n'appartiens pas à mon lignage, je n'appartiens pas à ma langue, je n'appartiens pas à ma terre, j'appartiens à toute la terre. J'appartiens au monde, j'appartiens à tout. Est-ce que, par exemple, on verrait Sherazade raconter une histoire, est-ce qu'elle va dire, bah, cette histoire, elle est née en Inde. Alors, c'est pas une histoire à raconter, puisque finalement, il faut raconter que les histoires locales. Si on devait faire que dans le local, on serait vite finalement devant un vide. Il n'aurait... non. Le global est... pas le cosmopolite, mais le global et l'universel le plus étendu et le plus absolu sont les valeurs, quelque part, les choses qu'on devrait un peu promouvoir et revendiquer. Je suis un universaliste, comme je suis un terrien, comme je suis... bien sûr, j'ai une résidence. Je réside quelque part. Bien sûr, je me sens un peu... Peut-être j'ai un petit sentiment. Mais ce sentiment doit rester, comment on dit, on ne doit pas aller trop loin. Je ne vais pas tuer, je ne vais pas me battre pour conserver pour avoir le privilège d'être ou d'habiter ou de continuer de résider. Celui qui veut, il prend. Et finalement, d'une certaine façon, là c'est un peu dit parce que je suis un peu... Je suis un peu fatigué de ces formules que je répète, un peu... C'est comment on tombe, on retombe dans un peu la même tambouille à chaque fois. On ne peut pas faire autrement. Et pour convaincre, pour donner envie, il faut pouvoir finalement avoir une autre approche. Il faut qu'il y ait de l'inédit, il faut qu'il y ait vraiment du spectaculaire, et ça ne vient pas. Donc, je ne pourrais convaincre personne avec de tels arguments. C'est tellement éculé, c'est tellement comment dire, c'est tellement j'allais dire attendu, c'est tellement quelconque finalement ce discours là finalement. Alors le monde idéal, c'est peut-être un monde dans lequel on dirait, on présenterait ses hommages à quelqu'un qui nous amènerait quelque chose de nouveau, une idée,
une vision, une approche, qui partagerait avec nous quelque chose. Pas de l'ordre du matériel, mais quelque chose d'immatériel. Quelqu'un qui s'asserait, voilà, je copie, c'est parce que j'ai déjà... Donc quelqu'un qui s'asserait quelque part, il dirait, finalement on pourrait avoir comme ça un moment dans lequel chacun se mettrait s'installerait, et puis il recevrait les gens. Et à chacun, il raconte une partie de son histoire. Et moi, je viens, et puis j'entends une partie de l'histoire, et puis je m'en vais vers quelqu'un d'autre, et j'écoute une autre histoire. Et puis moi-même, après, je me mettrai quelque part, je m'installerai, et puis les gens viendraient écouter une partie de mon histoire dans un échange un peu circulatoire, et dans lequel tout le monde aurait quelque chose à dire. Ce n'est pas... C'est quelque chose qui t'assoit, qui est propre à soi, mais qui n'a pas vocation à rester à jamais à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose d'assez commun, mais moi, ce commun-là, cette chose assez connue, mais moi, je l'approche d'une façon différente. C'est vrai, une mine de charbon, enfin, je sais pas, comme un morceau de charbon, on pourrait tracer, bien sûr, on pourrait tracer, dessiner quelque chose, mais chacun a son trait, chacun aura sa façon de mettre en forme un corps ou une expression, etc. Donc finalement, plus ou moins les mêmes conditions de vie, mais ça diffère selon les gens. Moi, je vois, il y a des choses qui m'intéressent à moi et je les remarque plus qu'un autre, plus qu'une autre personne. Cela fait de moi un être qui a quelque chose à dire en particulier. Un monde idéal, c'est dans lequel on encouragerait les gens qui ont des idées, finalement. Qui ont des idées comme ça à proposer aux autres. Pas des gens qui inventent des dispositifs ou qui réalisent des prouesses, simplement des choses. Mais il faudrait que les choses soient dans une ouverture. Et le problème est que comme on est propriétaire d'un territoire, propriétaire d'objets matériels, on est aussi propriétaire d'une vision, propriétaire d'un récit, propriétaire d'une lecture des choses, et nous n'arrivons pas finalement à sacrifier cela pour mieux communiquer avec quelqu'un. Nous avons des idées à défendre, une idéologie à défendre, nous avons nous arc-boutons sur finalement sur nos convictions, quitte à ce que cela finalement nous empêche d'atteindre quelqu'un, d'atteindre de pouvoir finalement avoir accès à quelqu'un. Je préfère conserver mes idées et plutôt que de me laisser traverser par d'autres idées. Finalement,
ça sert à quoi de défendre ces idées à outrance, puisque finalement, les idées, ce n'est quelque part, ce n'est qu'une chimère, ce n'est qu'une vue de l'esprit, comme toutes les idées. Il n'y a pas une idée qui soit plus légitime qu'une autre. C'est simplement la chose qui peut quelquefois nous conduire à mieux comprendre les choses, mais finalement, elle participe à nous emprisonner. Nous ne pouvons plus nous en défaire. L'idée principale est que malgré tout, qu'il faut encourager un peu les gens à se débarrasser de leur égoïsme, et qu'il soit individuel ou qu'il soit national, qu'il soit un peu plus dans l'idée du partage. Là, on revient vers une valeur qui est très, évidemment, un peu très consensuelle, le partage. Et après, tout est... le diable est dans les détails. Après le diable est peut-être dans les... Voilà un peu comment ça fonctionne, la langue. J'avais pas du tout pensé que j'allais utiliser cette expression. Et pourtant, j'ai eu accès sans problème. Comme tout à l'heure, deux mots, finalement, m'ont échappé. Mais là, j'ai eu accès à cette expression. Comme j'ai eu accès au verbe de s'arc-bouter, comme ça, c'est venu. Et Dieu sait que je l'ai entendu peut-être il y a très longtemps. Alors le diable est dans les détails, je ne sais pas quand la dernière fois que je l'ai entendu. Et pourtant, c'est venu de façon très spontanée. Comme quoi, il y a de l'espoir, malgré tout, il reste de quoi faire. Alors le monde idéal, c'est un peu ce que j'essaie un peu de faire moi aussi, dans le sens où je me force à aligner des mots, même si je n'ai aucune confirmation de l'intérêt que cela recueillerait ou non auprès des autres. Je le fais un peu une manière de donner de moi-même. Un peu, bien entendu, là encore je reviens sur le côté passable, le côté moyen. Bien sûr, je n'ai jusqu'à maintenant pas de proposition révolutionnaire, entre guillemets. J'en ai que des choses assez connues, assez basiques. Mais j'espère, je ne désespère pas de voir émerger quelque chose après tous ces mots, une chose, voilà, comme je disais tout à l'heure, inédite, mais ce n'est pas une obligation non plus. Il ne faut pas passer sa vie à s'obliger à atteindre un objectif ou un autre. Il n'y a pas... Alors donc dans le monde idéal, je ne sais pas comment le dire, comme souvent il y a un problème avec la vie elle-même. Globalement, sommairement en fait, il y a des choses auxquelles nous n'avons accès que bien beaucoup, quand cela devient un peu sans intérêt. Nous comprenons une chose quand il est trop tard pour pouvoir en tirer un quelconque bénéfice. Ça arrive trop tard. Alors, les appels, les conseils, les appels à la prudence, les appels à la retenue, les appels à la perspicacité, les appels à la mesure, les appels à ceci, à cela, finalement, nous
c'est vrai que nous les voyons passer, nous les entendons, et quelquefois notre but réel est de finalement de les mettre en échec, d'aller un peu contre. Et pour exister, il faut être contre. C'est assez particulier comme positionnement. Pourquoi je devrais être contre? Mais nous ne sommes pas seuls dans cette opération. Il y a des gens qui participent à ce que vous ayez ce type d'orientation et ce type de d'inclination. Voilà un peu les choses. Et après, il y a une question de chance, une question je sais pas. Il y a des rencontres que nous faisons. Alors, et certaines rencontres sont plus productives, sont plus que d'autres. Il y a des gens qui vous économisent une décennie ou plus parce qu'ils vous mettent dans les conditions où vous allez vraiment passer d'un rapport aux choses à un autre rapport, un rapport beaucoup plus à même de vous permettre de réussir. Alors que l'autre niveau du rapport, lui, allait vous maintenir dans quelque chose d'assez peu, peu concluant, peu... donc, mais on peut finalement côtoyer des gens et ne jamais rencontrer ce type de personnes providentielles. Et voilà, donc il reste le temps. Il nous reste suffisamment de temps pour souhaiter. Finalement, malgré tout, l'opération que nous avions pas voulu finalement pour l'opération que nous avions considérée comme, comment dire, l'opération que nous avions délégitimée, c'est l'opération que nous prenons actuellement. Nous prenons la place de nos pères pour enseigner quelque chose. Alors que quand nous étions enseignés, notre désir le plus profond était d'aller contre ces enseignements. Aujourd'hui, nous sommes poussés par je ne trouve pas l'expression, malgré nous vers ce positionnement-là, où nous essayons de formuler des lignes de conduite, de formuler une morale, de former une manière d'être au mieux. Qu'est-ce qui est le mieux pour un homme ou une femme qui finalement est arrivé à l'étape de sa vie où il doit faire de choix. Alors les choix, c'est toutes sortes de choix. Qu'est-ce qu'il faut suivre, qu'est-ce qu'il faut éviter, de quoi doit-on se méfier, de soi-même ou d'autres choses, qu'est-ce qui mérite qu'on mette en avant, qu'est-ce qui finalement quelque part, comment pourrions-nous faire pour avoir une vie satisfaisante de tous les points de vue, une vie qui respecterait nos intérêts propres, et puis une vie dans laquelle
on contribuerait aussi à l'épanouissement et à la prospérité de la collectivité. Comment pourrions réussir dans cette progression qui consiste à passer d'un stade à un autre, d'abord le stade de la formation, puis le stade de la production, et puis le stade un peu de la perpétuation de l'espèce. Comment être à chaque fois efficient, à chaque fois au mieux de ses capacités et au mieux des conditions dans lesquelles on vit notre environnement, être en capacité de bien interagir avec notre environnement. Je reviens beaucoup sur ce terme de l'interaction. Bon, a priori, je n'en ai pas d'autres. Alors évidemment, je trouve qu'il est assez explicite et assez parlant. C'est pour ça que je l'utilise. Une interaction, c'est quelque chose qui demande un aller-retour, un va-et-vient. L'interaction, comme on pourrait dire, cette opération d'addition, quand on met 1 plus 1, ce n'est pas 2 simplement. Ce n'est pas l'addition de deux forces. Et finalement, il y a un potentiel de plus de 2. Dans cette opération de 1 plus 1, il y a 2 bien sûr, mais il se peut que cela produise quelque chose de plus. Je ne sais pas comment dire. On va dire que 2 personnes pouvaient entreprendre quelque chose qui va les récompenser à un certain niveau. Et que voilà, un niveau 1000 par exemple, et l'autre 1000, on va dire 2, ça fait 1000. Non, 2, ça peut faire 3000, 4000. On passe parce que cela permet de mettre en mouvement quelque chose qui est un potentiel. C'est, comme on dit, ce terme de hyper potentialisé. Et pour hyper potentialiser quelque chose qui autrement serait resté dans des niveaux moindres. Je ne sais pas comment l'expliquer. En tout cas, il y a en théorie, et peut-être même en pratique, il y a quelque chose. Mais il faut pouvoir trouver finalement le binôme le plus, enfin je ne sais pas comment on l'appelle, un binôme, c'est peut-être déjà un duo. Il faut trouver l'autre le mieux à même de pouvoir. Il ne suffit pas de mettre n'importe qui pour que l'opération réussisse. Et là, c'est le choix, comme je disais tout à l'heure, l'ami providentiel, le choix du collaborateur ou du complément idéal, ou parfait, et qui le correspondant parfait. Et là, c'est une question qu'on ne peut, dans cette quête d'un autre idéal, ben évidemment, moi j'ai commis erreur sur erreur, ben finalement, je lève les bras, j'ai échoué sur toute la ligne, parce que finalement, j'ai manqué de mesure. Simplement, il y a des questions très simples. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut demander un délai de réflexion. C'est cette forme
de retenir cette forme de prudence, ben évidemment, on ne la pratique pas. On est emballé. On est emballé. Imaginons la situation dans laquelle, je n'en sais rien, j'ai été embrassé par une fille. Et parce qu'elle m'a embrassé, ben je l'ai embrassé. Et puis on s'est mis à aller plus loin. Pourquoi? Sans savoir finalement si vraiment je désirais cela. Mais même par jeu, j'aurais dû un peu ralentir et dire voilà d'abord c'est finalement un autre qui agit et nous on est dans la réponse immédiate. Stimulation égale réponse. Et après on ne contrôle plus les choses. Alors qu'en fait il faut demander un temps de réflexion. Simplement prendre le temps quand il s'agit de choses importantes qui pourraient avoir des implications assez profondes. Prendre le temps. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, 10 jours. Simplement ce temps-là qui existe actuellement dans les contrats commerciaux, mais qui n'existe pas dans les relations entre humains, qui n'a jamais existé. Et voilà, je vais réfléchir. Attends, je suis intéressé, mais je peux rien te dire pour le moment. Je vais attendre. Comme quelqu'un qui vient vers vous, et vous savez qu'il vous demande de lui prêter de l'argent. Vous ne pouvez pas dire non. Mais par contre, vous pouvez très bien dire c'est possible, je vais d'abord regarder ce que j'ai sur le compte. Et je ne sais pas. Simplement. Demain, je te dirai, je te répondrai. Rien que le fait de comment dire, cette réaction va finalement vous sortir de ce piège qui, autrement, vous aurait obligé à faire quelque chose que vous ne désirez pas fondamentalement. Vous ne pouvez pas dire non, mais en fait c'est ce que vous voulez dire. Vous pouvez très bien avoir envie de dire non. Non, je ne peux pas. Tout ce que je prête ne me revient pas, alors je ne le fais pas. Et vous manquez un peu de ce courage. Et finalement, on pourrait multiplier les exemples et comment finalement créer les conditions dans toute la diversité, comme un peu ces scouts qui essaient de survivre dans la nature et qui vont expérimenter plein de choses, un peu essayer de voir ce qui est comestible et ce qui peut servir à ceci ou à cela dans un environnement donné. On essaie d'explorer cet environnement et c'est selon ce qu'il offre qu'on va se déterminer. Après, c'est un certain nombre de situations qui ne sont pas infinies, évidemment, dans lesquelles pour lesquelles il faut s'être préparé, préparé bien avant la situation dans laquelle on est en demande, ou on est dans le cas inverse, on est sollicité. Soit on demande, soit on sollicite, soit on est sollicité. Comment faut-il répondre selon et selon et selon. Et ce qui manque, c'est il y a ce qu'on doit faire parce que
on doit quelque chose à quelqu'un, et puis il y a ce qu'on ne doit pas faire parce que cela irait contre nos intérêts, contre nos intérêts profonds. On ferait quelque chose contre nous-mêmes, non seulement on perd quelque chose de pécunier, ou on perd quelque chose de matériel, mais en plus, on va se déconsidérer après cela de façon continue, parce qu'on aura été lâche, parce qu'on n'aura pas été capable de dire ce qu'on a pensé à l'autre. Il n'y avait pas de contrainte physique, il n'y avait pas juste une sorte de contrainte comme ça psychologique, et les exemples comme ça d'une sorte contraintes, de ces pièges dans lesquels on tombe si facilement. Un monde idéal, c'est que fondamentalement, dès que j'ai appris quelque chose, je le mets à disposition. Qui veut le prendre? Tout à l'heure, j'ai parlé d'histoire, mais de vie, de récits de vie, mais là, je pourrais aussi parler. Voilà, j'ai mis longtemps à mettre ça en place. Ça m'a pris des décennies de vie. Et là, je vous le donne gracieusement, je vous le donne fini. C'est comme une manière de faire. Voilà, une règle, comme une recette. Une recette, finalement, on peut la copier, mais on la réussit pas tout le temps. Mais on peut réussir quelque chose d'approchant. L'essentiel, c'est d'essayer de faire. Après, réussir, c'est une autre paire de manches. C'est d'essayer de ne pas perdre totalement dans l'affaire. C'est évidemment de progresser par étapes dans cette jungle dans ces jungles que sont les relations humaines et les interactions entre individus. Alors voilà, je clôt. J'ai essayé de faire, et encore, le monde idéal est devenu une sorte de leçon de morale. C'est comme cela. C'est ce que ça donne à 2h du matin. Là, il est 3h10. Donc j'ai fait 1 heure. C'est largement suffisant. C'est juste pour un peu une sorte de test, pour voir ce que ça peut donner à 1 heure tardive. Et ça a donné ça. C'est peut-être pas très original, mais c'est comme ça.